Il existe une douleur d'une nature particulière, celle que l'on ressent lorsque ses propres enfants vous regardent droit dans les yeux pour vous signifier que votre présence n'est plus souhaitée. Jean Dubois, 60 ans et veuf depuis peu, éprouva cette douleur aiguë le soir où ses enfants lui demandèrent de quitter définitivement la maison. Sans autre endroit où aller, il prit le volant de sa vieille Citroën 2CV et roula jusqu'à l'ancienne maison de campagne de sa grand-tante Geneviève, un lieu qu'il n'avait pas revu depuis des décennies. La bâtisse se dressait, solitaire, dans les collines provençales, enveloppée par la neige et les souvenirs. Jean s'attendait à n'y trouver que des pièces glaciales et une solitude oppressante. Mais derrière une porte verrouillée, il découvrit un secret que sa tante avait gardé pendant des années. Quelque chose qui allait bouleverser toutes ses certitudes sur sa famille. Que pouvait bien cacher Geneviève à tout le monde? Avant que nous ne nous replongions dans ce récit, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Les phares de la 2CV fendaient l'obscurité tandis que la voiture de Jean Dubois gravissait la route sinueuse qui s'enfonçait dans les collines. La neige avait commencé à tomber une heure plus tôt, et maintenant elle recouvrait tout d'un manteau blanc qui semblait assourdir le monde lui-même. Ses mains serraient le volant plus fort que nécessaire, ses jointures blêmes sous la lueur du tableau de bord. Il conduisait depuis 3 heures, et son esprit rejouait inlassablement la même conversation, jusqu'à ce que les mots aient creusé des sillons dans sa mémoire. « Papa, ça ne peut plus durer. » C'était Lucas, son fils, 35 ans, expert comptable avec une belle maison dans une petite ville de province et 2 enfants que Jean ne voyait presque plus. Lucas s'était tenu dans le salon de Jean, la maison qu'il avait partagée avec Marie pendant 3 décennies, et avait prononcé le verdict comme s'il lisait un rapport trimestriel. « Tu dois aller de l'avant. Ça fait 8 mois. 8 mois que Marie était morte. 8 mois que Jean lui avait tenu la main en regardant la lumière s'éteindre dans ses yeux. 8 mois qui lui semblaient à la fois 8 jours et 8 années. Chloé était là aussi, sa fille. 32 ans, professeur de français au lycée, avec les yeux doux de sa mère mais, apparemment, aucune de sa patience. Elle se tenait à côté de son frère, les bras croisés, son expression oscillant entre la pitié et l'exaspération. « On a essayé d'être compréhensif, » avait-elle dit. « Mais tu ne fais même pas d'effort, papa. Tu restes juste assis là, entouré des affaires de maman, à vivre dans le passé. » Vivre dans le passé, comme si le passé n'était pas tout ce qui lui restait. La dispute avait dégénéré à partir de là. Des mots qu'il aurait souhaité pouvoir ravaler, des mots qu'ils auraient probablement aimé reprendre, eux aussi. Mais le résultat final était le même. Il voulait qu'il parte. Pas pour toujours, avait-il précisé, juste le temps qu'il se reprenne. Qu'il trouve un conseiller en deuil, qu'il recommence peut-être à être lui-même. Le problème, c'est que Jean ne savait plus qui il était sans Marie. Le GPS annonça qu'il avait atteint sa destination, et Jean ralentit en apercevant la maison, le domaine de tante Geneviève. Il n'était pas venu ici depuis plus de 20 ans, pas depuis la fin de sa trentaine, quand il avait emmené Marie et les enfants pour une brève visite estivale. Geneviève avait alors la septantaine, l'esprit toujours aussi vif, se déplaçant dans la vieille demeure avec cette grâce tranquille qui vous donnait envie de vous asseoir et d'écouter attentivement lorsqu'elle parlait. Elle était décédée 5 ans plus tôt, à 94 ans. La maison était revenue au père de Jean, le neveu de Geneviève, mais il n'en avait jamais rien fait. Il mourut 2 ans plus tard et, d'une manière ou d'une autre, la propriété s'était retrouvée dans un vide juridique jusqu'à ce que la succession soit enfin réglée l'année dernière. Les notaires avaient retrouvé la trace de Jean, l'informant qu'en tant que seul héritier survivant de sa lignée, la maison était techniquement à lui s'il la voulait. Il n'en avait pas voulu, n'avait pas voulu s'en occuper, avait classé les papiers et les avait oubliés jusqu'à il y a 3 heures, quand il avait eu besoin d'un endroit, n'importe où, pour aller. Jean gara la 2CV devant la maison et coupa le moteur. Le silence fut immédiat et total. Pas de bruit de circulation, pas de voisins, pas de voix lui disant ce qu'il devrait ressentir ou comment il devrait guérir. Juste le vent, la neige et le craquement des vieux arbres. La maison s'élevait sur 2 étages, une bastide des années 1920 qui avait dû être grandiose en son temps. Aujourd'hui, elle paraissait fatiguée, les fenêtres sombres, la peinture écaillée par endroits, mais la structure elle-même semblait solide. Geneviève avait toujours pris soin de ses affaires. Même dans ses 90 ans, elle avait organisé l'entretien de base par le biais d'une sorte de fiducie. Les services publics étaient censés être toujours connectés. Jean attrapa son sac de sport sur le siège passager.
Il avait fait ses bagages à la hâte, y jetant des vêtements et des articles de toilette sans trop réfléchir, et se dirigea vers la porte d'entrée. La clé était censée se trouver sous le 3e pot de fleurs sur le perron. C'est ce que le notaire lui avait dit, du moins. Il la trouva exactement là où elle devait être, froide et légèrement rouillée, mais fonctionnelle. La serrure tourna avec une certaine résistance, puis il poussa la porte, entrant dans une obscurité qui sentait la poussière, le temps et autre chose, quelque chose qui lui rappelait son enfance, sans qu'il puisse vraiment l'identifier. Jean trouva l'interrupteur plus par mémoire que par la vue. Le plafonnier clignota, puis resta allumé, illuminant un hall d'entrée qui semblait figé dans le temps. Des meubles recouverts de draps blancs comme des fantômes. Un parquet en bois massif terni par des années de négligence, mais toujours intact. Un escalier menant vers l'ombre. Il referma la porte derrière lui et posa son sac. La maison était froide, mais pas glaciale. Le chauffage devait encore être allumé, réglé au minimum pour empêcher les tuyaux d'éclater. Petite miséricorde. Jean parcourut lentement le rez-de-chaussée, retirant les draps des meubles, ouvrant les portes, se familiarisant à nouveau avec l'agencement. La cuisine était démodée mais propre. Le petit salon avait encore le fauteuil de lecture de Geneviève près de la fenêtre. La bibliothèque, comme Geneviève l'avait toujours appelée, bien qu'il s'agisse en réalité d'une simple pièce avec des étagères intégrées, était exactement comme dans son souvenir. Des livres tapissaient chaque mur, leur dos décoloré mais fier. Des photographies recouvraient le manteau de la cheminée. Jean s'en approcha avec précaution, comme si elle pouvait disparaître s'il bougeait trop vite. Geneviève, jeune femme, brune et sérieuse, portant ce qui ressemblait à un uniforme d'infirmière. Geneviève avec d'autres femmes, toutes en uniforme similaire, devant une grande tente avec une croix rouge. Geneviève avec son père, enfant. Geneviève avec Jean lui-même, âgé d'environ 8 ans, tous deux dans le jardin derrière la maison. Il prit cette dernière photo, l'étudia à la lueur de la lampe. Il avait oublié cette visite. Oublié comment Geneviève le laissait l'aider à jardiner. Comment elle lui racontait des histoires sur les plantes, les oiseaux et la patience. Comment elle ne l'avait jamais traité comme un enfant à gérer, mais comme une personne dont les pensées comptaient. « Tu as toujours été si gentil avec moi », dit Jean à la pièce vide. À Geneviève, où qu'elle soit. J'aurais dû venir plus souvent. Il reposa la photographie sur le manteau et poursuivit son exploration. Dans la cuisine, il trouva les placards encore remplis de conserves, leur date de péremption largement dépassée, mais dont la présence était étrangement réconfortante. Geneviève avait toujours gardé un garde-manger bien approvisionné. On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait avoir besoin d'un repas, disait-elle. Le réfrigérateur était vide et débranché, mais la cuisinière semblait fonctionnelle. Jean nota mentalement de faire des courses le lendemain s'il décidait de rester. Comme s'il y avait un autre endroit où aller. Il monta les escaliers menant au 2e étage, chaque marche annonçant sa présence par un craquement. 4 chambres bordaient le couloir, plus une salle de bain avec des équipements datant probablement des années 1950. La chambre principale au bout du couloir avait encore les meubles de Geneviève, un grand lit avec une tête de lit en bois sculpté, une commode avec un miroir ovale, un secrétaire placé sous la fenêtre pour capter la lumière du matin. Jean laissa tomber son sac sur le lit et s'assit, soudainement épuisé. Les événements de la journée pesaient sur lui comme un poids physique. Le secrétaire attira son attention. C'était le genre de bureau qui invitait à la correspondance, avec de petits tiroirs et compartiments intégrés. Jean se leva et s'en approcha, passant la main sur le bois lisse. Une couche de poussière se déposa sur ses doigts. Il essaya le tiroir du haut. Il résista d'abord, gonflé par des années d'humidité, mais céda avec une douce persuasion. À l'intérieur, il trouva les détritus ordinaires d'une vie, des stylos qui n'écrivaient plus, des trombones, des élastiques devenus cassants avec l'âge. Mais sous ces objets se trouvait quelque chose de plus substantiel, un journal relié en cuir, sa couverture usée et douce au toucher. Jean le souleva avec précaution. Le cuir était marron foncé, presque noir, et entre certaines pages, il pouvait voir les formes pressées de fleurs, leur couleur fanée en brun et or. Il ouvrit à la première page et vit l'écriture de Geneviève, précise et élégante, même dans ce qui semblait être un journal intime. 3 janvier 1943, commençait la première entrée. Aujourd'hui, j'ai pris mes fonctions à l'hôpital de campagne 45. Je suis à la fois terrifié et exalté. Les autres infirmières semblent si confiantes, si sûres de leur mission.
Je me demande si elles se sentent aussi peu prêtes que moi, ou si je suis la seule à rester éveillée la nuit, me demandant si j'aurai la force pour ce qui nous attend. Jean s'enfonça dans le fauteuil du secrétaire, le journal ouvert entre ses mains. 1943. Geneviève devait avoir une vingtaine d'années à l'époque, juste au début de son service comme infirmière de guerre. Il savait qu'elle avait servi, bien sûr. Tout le monde dans la famille le savait, mais elle n'en avait jamais parlé en détail. Jamais partagé ce que ça avait été, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti. Il lut entrée après entrée, regardant les mots de Geneviève tracer sa transformation de jeune fille incertaine à professionnelle confiante. Elle écrivait sur les autres infirmières, sur les médecins qui faisaient des miracles avec trop peu de matériel, sur les soldats qui plaisantaient même en mourant, déterminés à rendre leur passage plus facile pour ceux qui les entouraient. Et puis, dans une entrée datée du 7 mars 1943, un ton différent apparut dans son écriture. Il y a un soldat dans le pavillon, c'est qui me regarde comme si j'étais la seule chose réelle dans un monde devenu fou. Il s'appelle le lieutenant Leroy, bien qu'il insiste pour que je l'appelle Antoine. Il a été amené il y a 3 jours avec des éclats d'obus à la jambe et au flanc. Les médecins disent qu'il se rétablira complètement avec du temps et du repos. Il dit qu'il se rétablira plus vite si c'est moi qui change ses pansements. Je lui ai dit que c'était médicalement inexact. Il a souri et a dit que certaines choses ne peuvent pas être mesurées par la médecine. Je me surprends à penser à ce sourire à des moments inattendus de la journée. Jean sourit lui-même, reconnaissant le son de quelqu'un tombant amoureux malgré toutes les intentions de rester professionnel. Il continua à lire, trouva d'autres entrées sur Antoine, comment il avait été instituteur avant la guerre, comment il lisait de la poésie et pouvait citer des passages entiers de mémoire, comment il avait grandi dans une ferme en Auvergne et que l'odeur de la terre retournée au printemps lui manquait. Les entrées s'étirèrent tard dans la nuit alors que Jean lisait, incapable de s'arrêter. Il regarda l'histoire d'amour de Geneviève se dérouler à travers les pages. La sortie d'hôpital d'Antoine, son retour au front, les lettres qu'ils échangeaient, la fin de la guerre. Leur projet d'un avenir commun. Quand Jean leva enfin les yeux, une pâle lumière matinale filtrait à travers les fenêtres. Il avait lu toute la nuit sans s'en rendre compte. Son dos était endolori d'être resté si longtemps dans la même position, mais il le remarqua à peine. Il était perdu dans l'histoire de Geneviève, dans cette fenêtre sur une vie dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Il se leva avec raideur et se dirigea vers la fenêtre de la chambre, regardant les terres enneigées. Quelque part dans cette maison se trouvait le reste de l'histoire de Geneviève. Il pouvait le sentir. De la même manière qu'on sent une présence dans une pièce sombre. Il y avait d'autres secrets ici, d'autres pièces d'un puzzle qu'il ne savait pas qu'il était en train de résoudre. Jean prépara du café dans l'ancienne cafetière à filtre de la cuisine et resta près de la fenêtre, regardant l'aube se lever sur la propriété. Son téléphone vibra avec des messages de Lucas et Chloé, mais il les ignora. Quoi qu'ils aient à dire pouvait attendre. Pour l'instant, il avait besoin de comprendre ce que Geneviève avait laissé derrière elle. Après le petit déjeuner, il retourna dans la chambre principale et commença une recherche plus systématique. Dans le placard, il trouva une petite boîte en bois cachée derrière les chaussures de Geneviève. À l'intérieur, il y avait plusieurs vieilles clés sur un anneau, des papiers pliés et un médaillon en argent terni. Jean ouvrit le médaillon avec des doigts précautionneux. À l'intérieur se trouvaient 2 photographies, fanées mais encore visibles. À gauche, Geneviève dans son uniforme d'infirmière, jeune et sérieuse. À droite, un bel homme en uniforme militaire avec des yeux bienveillants et un léger sourire. Il retourna le médaillon, une gravure au dos, à ma très chère G, jusqu'à ce que nous nous revoyions. À elle. Antoine Leroy. Jean déplia les papiers ensuite. L'un était une lettre adressée à Jean, de l'écriture familière de Geneviève. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Cher Jean, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que tu es rentré à la maison. Cette maison et tout ce qu'elle contient t'appartiennent maintenant. Mais plus que cela, la vérité t'appartient. Derrière la porte de l'allée se trouve ma vraie vie, celle que je n'ai jamais pu partager. Je te la confie. Tu as toujours été celui qui comprenait. La clé avec le ruban bleu ouvre la porte. Ce que tu y trouveras répondra à des questions que tu ne savais même pas te poser. Sois bienveillant envers ma mémoire. Mais plus important encore, sois bienveillant envers toi-même. Tu mérites une seconde chance au bonheur. Avec toute mon affection, tante Geneviève.
Jean regarda le trousseau de clés. L'une avait un ruban bleu noué à son anneau, plus récent que les autres, comme si Geneviève l'avait ajouté spécifiquement à cette fin. Il traversa le couloir de l'étage avec une nouvelle conscience, cherchant la porte que Geneviève avait mentionnée. Au bout du couloir, il la trouva. En chêne lourd avec des charnières en laiton ouvragé, une porte qu'il avait à peine remarquée la veille. Montée à côté, une petite plaque en laiton, privée. Jean inséra la clé au ruban bleu dans la serrure. Elle tourna sans effort. Il poussa la porte et entra dans une pièce qui lui coupa le souffle. Contrairement au reste de la maison avec sa poussière et sa négligence, cet espace était immaculé. Un salon parfaitement conservé, meublé dans le style de la fin des années 1940. Des photographies couvraient tous les murs. Geneviève et Antoine, ensemble et séparément, documentant leur romance de guerre. Un secrétaire était près de la fenêtre. Un coffre en cèdre reposait au pied d'un petit lit de repos. C'était le secret de Geneviève, la partie de sa vie qu'elle avait scellée loin de tous. L'histoire d'amour qu'elle n'avait jamais pu partager, préservée comme des fleurs pressées entre les pages d'un livre. Jean resta sur le seuil, submergé par ce qu'il venait de découvrir. Geneviève ne lui avait pas seulement laissé une maison. Elle lui avait laissé son cœur, son histoire, son deuil et son amour les plus intimes. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait su qu'il en aurait besoin. Jean passa les 3 jours suivants à vivre entre deux mondes. Le présent, où il chauffait de la soupe en conserve et ignorait les messages de plus en plus urgents de ses enfants. Et le passé, où il reconstituait la vie cachée de Geneviève à travers les artefacts de Lelay. La pièce était une mine de souvenirs préservés. Jean trouva des liasses de lettres attachées avec de la ficelle, des dizaines, une correspondance entre Geneviève et Antoine couvrant toute leur relation. Il les lut chronologiquement, observant leur amour s'approfondir à travers des mots échangés par-delà un océan, par-delà une guerre, par-delà l'incertitude de savoir s'ils survivraient pour construire l'avenir qu'ils projetaient. Antoine écrivait magnifiquement. Ses lettres étaient remplies d'observations sur les hommes avec qui il servait, de descriptions de paysages meurtris par la guerre, de réflexions philosophiques sur la mortalité et le sens. Mais à travers tout cela transparaissait sa dévotion à Geneviève, sa certitude qu'elle était ce pourquoi il se battait pour revenir. « Ma très chère Geneviève », lisait-on dans une lettre datée de novembre 1945. Je t'écris depuis un bureau morne en Belgique, comptant les jours jusqu'à ce que je puisse revoir ton visage au lieu de juste ta photographie. Les gradés trouvent toujours des raisons de retarder les démobilisations. Mais je te promets, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour accélérer le processus. Je rêve de la maison que nous achèterons, du jardin que tu planteras, des matins où je me réveillerai à tes côtés. Ce rêve est ce qui m'a maintenu en vie pendant la guerre. Et c'est ce qui me garde sain d'esprit maintenant, pendant cette paix interminable. Les copies des propres lettres de Geneviève révélaient sa dévotion égale, bien que ses mots fussent plus pratiques, plus terre à accent grave terre. Elle écrivait sur son travail à l'hôpital, sur l'argent qu'elle économisait pour leur avenir, sur la recherche de propriétés où ils pourraient s'installer. Elle avait trouvé ce domaine même, réalisa Jean, l'avait identifié comme l'endroit parfait pour construire leur vie ensemble. Mars 1947, avait écrit Geneviève. Je l'ai trouvé, Antoine. La maison que je cherchais. 40 hectares adossés à une forêt. Une bastide qui a besoin de travaux mais qui a de bonnes fondations. Un ruisseau qui traverse la propriété. Je vois notre vie ici si clairement. Toi, enseignant à l'école locale, moi travaillant à l'hôpital, les soirées sur le perron à regarder le coucher du soleil. J'ai fait une offre. Quand tu rentreras, elle sera à nous. Mais Antoine n'est jamais rentré. Jean trouva le télégramme glissé entre les lettres, ses mots crus et bureaucratiques. Le ministère de la Guerre a le regret de vous informer que le lieutenant Antoine Leroy a été tué dans un accident d'entraînement le 18 mars 1947. De plus amples détails suivront. Un accident d'entraînement. 3 semaines avant qu'Antoine ne soit censé retrouver Geneviève. 3 semaines avant qu'il n'ait commencé la vie qu'il planifiait depuis 4 ans. Et un accident absurde l'avait emporté. Jean était assis dans la pièce silencieuse, tenant le télégramme, sentant le poids de la dévastation de Geneviève à travers les décennies. Il comprenait ce sentiment, le caractère aléatoire et cruel de la mort, la façon dont elle n'avait aucun sens, ne suivait aucune logique. Marie avait survécu à l'éducation de 2 enfants, à des décennies de mariage, à d'innombrables petits dangers, puis un cancer l'avait emporté en 8 mois brutaux, malgré tous les traitements, toutes les prières,
tous les marchés désespérés que Jean avait tenté de conclure avec un Dieu auquel il n'était pas sûr de croire. Dans le coffre en cèdre, Jean trouva une robe de mariée enveloppée dans du papier de soie, en soie ivoire, simple mais élégante, avec de la dentelle délicate au col et aux manches. Geneviève l'avait achetée en prévision du retour d'Antoine. L'avait-elle fait faire ou acheter toute prête, se préparant pour un mariage qui n'aurait jamais lieu? Sous la robe se trouvaient d'autres trésors. Une photographie encadrée d'Antoine en grand uniforme, la coiffe d'infirmière de Geneviève de la Guerre. Une petite boîte contenant les décorations militaires d'Antoine, qui lui avaient été envoyées après sa mort. Et tout au fond, un grand livre de comptes relié en cuir qui fit trembler les mains de Jean en l'ouvrant. Le registre documentait des dons caritatifs à partir de 1950 et se poursuivant pendant des décennies. Geneviève avait pris l'indemnité de décès d'Antoine, peut-être l'équivalent de 20 000 €, une somme considérable en 1947, et l'avait investie avec soin. Puis elle avait utilisé les rendements pour aider les autres. Des factures médicales payées, des bourses d'études financées, des familles en crise soutenues, tout cela documenté dans l'écriture méticuleuse de Geneviève, tout cela fait anonymement. Juin 1952, lisait-on dans une entrée. Famille Thomson, chirurgie pour le pied bôte de leur fils, 200 francs. La mère a pleuré quand l'hôpital lui a dit qu'un donateur anonyme avait couvert les frais. J'ai pensé à Antoine, à sa générosité, à la façon dont il aurait voulu que son indemnité de décès soit utilisée pour aider les gens. Cela me semble juste. Cela me semble lui rendre hommage. Page après page d'entrée, des centaines de milliers d'euros donnés au fil des ans. Geneviève avait vécu modestement dans cette grande maison, conduit une vieille voiture, porté des vêtements pratiques, et avait tranquillement transformé des vies avec l'argent qu'Antoine lui avait laissé. Le téléphone de Jean sonna, le tirant brusquement du passé. Le nom de Chloé s'afficha à l'écran. Il répondit cette fois, incapable de l'ignorer plus longtemps. Papa. Oh, Dieu merci. On était si inquiets. Je vais bien, ma chérie. Je suis désolé de ne pas avoir appelé plus tôt. Où es-tu? Tu es vraiment chez tante Geneviève? Jean regarda autour de lui dans l'allée, les photographies sur les murs, les lettres éparpillées sur le bureau, les preuves d'un amour qui avait façonné toute la vie de Geneviève. Oui. Et Chloé, j'ai trouvé quelque chose de remarquable. Geneviève avait toute une vie dont nous ignorions tout. Il lui parla d'Antoine, de la romance de guerre, de la mort tragique et des décennies de travail caritatif qui suivirent. Chloé écouta, posant des questions occasionnelles, sa voix s'adoucissant au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. C'est magnifique et déchirant, dit-elle finalement. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit à personne? Je pense que la douleur était trop intime, trop profonde pour être partagée. Jean marqua une pause. Je comprends ça maintenant, plus qu'avant. Papa, Lucas et moi, nous devons nous excuser. Les choses que nous avons dites, te demandaient de partir. Nous avons eu tort. Vous aviez peur. Vous me voyez disparaître dans le deuil et vous ne saviez pas comment aider. Ça n'excuse rien. La voix de Chloé se brisa. Maman est morte et nous en avons fait une affaire personnelle au lieu de te soutenir. La mort de votre mère a été dure pour nous tous. Nous l'avons tous mal gérée. Jean se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les terres enneigées. Mais je crois que je commence à trouver mon chemin. Être ici, apprendre l'histoire de Geneviève, ça m'aide à comprendre quelque chose d'important. Quoi donc? Que le deuil ne doit pas forcément vous détruire. Il peut vous transformer, si vous le laissez faire. Après l'appel avec Chloé, Jean se sentit plus stable. Il passa l'après-midi à explorer le reste de la maison plus en profondeur. Non plus seulement en traversant les pièces, mais en les voyant vraiment. Chaque espace recelait des indices sur la vie de Geneviève. De petits détails qui révélaient la femme qu'elle avait été. Dans la bibliothèque, il trouva sa collection de recueils de poésie, beaucoup avec des passages soulignés. Antoine avait aimé la poésie, se souvint Jean d'après les lettres. Geneviève avait continué à en lire après sa mort, maintenant ce lien. Des fleurs séchées marquaient certaines pages. Des fleurs de la propriété, supposa Jean, chacune étant un petit mémorial. Il trouva d'autres photographies glissées dans des livres. Geneviève à différents âges, toujours seule ou en groupe, mais jamais avec un autre homme. Elle avait consacré toute sa vie à la mémoire d'Antoine, ne s'était jamais autorisée à aimer de nouveau.
Jean y pensa en préparant le dîner. Encore de la soupe en conserve, mangée debout au comptoir de la cuisine. Était-ce de la dévotion ou de la peur? De la loyauté ou un emprisonnement volontaire? Geneviève avait clairement lutté avec cette question elle-même, d'après les journaux qu'il lisait. Elle avait reconnu sa solitude, ce à quoi elle renonçait, mais n'avait jamais tout à fait réussi à changer de cap. Son téléphone vibra avec un SMS de Lucas. « Chloé m'a raconté ce que tu as trouvé. On peut venir ce week-end? J'aimerais voir où tu es. » Jean hésita, puis tapa en réponse « Oui, venez samedi. » Il passa les 2 jours suivants à préparer leur visite, nettoyant la maison plus à fond, préparant les chambres d'amis, achetant de vraies provisions dans la bourgade à 15 km de là. La bourgade était pittoresque, ayant à peine changé de ce dont il se souvenait de sa visite d'enfance. Les gens étaient amicaux de cette manière que les gens des petites villes ont souvent avec les étrangers, curieux mais pas indiscrets. À la quincaillerie, un homme âgé derrière le comptoir étudia Jean lorsqu'il donna l'adresse de Geneviève pour la livraison de quelques fournitures de réparation. « Vous êtes au domaine Dubois? Je suis Jean Dubois. » Geneviève était ma grand-tante. L'expression de l'homme s'adoucit immédiatement. Gérard Moreau. J'ai connu Geneviève pendant 40 ans. Une femme formidable. Elle nous manque à tous. Vous la connaissiez bien? Aussi bien que n'importe qui, je suppose. Elle était plutôt réservée, mais elle avait bon cœur. Gérard s'appuya contre le comptoir. Mon petit-fils est né avec un pied-botte. Il a eu besoin de multiples opérations, d'équipements spéciaux, de thérapie. Les coups nous écrasaient. Puis un jour, Geneviève est passée, l'air de rien, et avant de partir, elle avait signé un chèque qui couvrait tout. Elle n'a jamais voulu être remboursée. Jean sentit sa poitrine se serrer. C'était quand? Oh, il y a 20 ans maintenant. Mon petit-fils est marié, a ses propres enfants. Il est kinésithérapeute. Je pense que la gentillesse de Geneviève l'a inspiré. Gérard marqua une pause. Vous comptez rester là-bas? J'y pense. Bien. Geneviève aurait voulu que la maison soit habitée, pas juste fermée à clé. Jean repartit avec ses fournitures et le numéro de téléphone de Gérard, qui lui dit d'appeler s'il avait besoin d'aide. De retour à la maison, il fit de petites réparations, fixa une lame de parquet lâche, remplaça un joint dans un robinet qui fuyait, resserra la poignée de la porte d'entrée. Le travail était simple mais satisfaisant, une manière de prendre soin de la maison qui ressemblait à un hommage à Geneviève. Vendredi soir, il retourna dans l'allée et découvrit quelque chose qu'il avait manqué auparavant. Derrière le secrétaire se trouvait un classeur, ses tiroirs non verrouillés. À l'intérieur, Jean trouva des documents de propriété, des relevés de placement et des déclarations de revenus remontant à des décennies. Geneviève avait été riche, pas de façon extravagante, mais à l'aise. Elle avait investi judicieusement l'indemnité de décès d'Antoine, y avait ajouté son propre salaire d'infirmière au fil des ans, et l'avait vu fructifier. Au moment de sa retraite au début des années 1990, elle avait constitué un portefeuille d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et elle en avait donné une si grande partie tout en vivant comme quelqu'un de beaucoup moins fortuné. Jean trouva un dossier intitulé « Actifs courants » avec des relevés datant juste avant la mort de Geneviève. Il additionna les chiffres avec une stupéfaction croissante. Même après des décennies de dons caritatifs, la succession de Geneviève valait plus de 800 000 euros. Son téléphone sonna. Lucas. Papa, on prévoit de partir tôt demain. On devrait être là vers 10 heures. C'est parfait. J'aurai préparé le café. Comment vas-tu? Vraiment? Jean regarda autour de lui dans l'allée, les preuves de la vie cachée de Geneviève étalées sur chaque surface. Je découvre des choses sur notre famille que je n'aurais jamais imaginées. Sur l'amour, la perte et ce que nous faisons du deuil quand il menace de nous consumer. Ça a l'air profond. Ça l'est. Mais ça m'aide aussi à comprendre quelque chose que j'avais besoin de comprendre. C'est que survivre à la perte est possible. Qu'un sens peut être construit à partir de la dévastation. Que nous avons des choix sur ce que devient notre deuil. Jean marqua une pause. Geneviève a perdu l'amour de sa vie et a passé 70 ans à honorer cet amour en aidant les autres. Elle a fait quelque chose de beau à partir de quelque chose de terrible. Et tu penses que tu peux faire ça? Je pense que je dois essayer.
Le samedi matin arriva, clair et froid. Jean était levé tôt, préparant le café et le petit déjeuner, quand il entendit le SUV de Lucas arriver dans l'allée. Il sortit sur le perron pour les accueillir. Lucas et sa femme Nathalie, leurs 2 enfants, Chloé et son mari Léo, avec leur fille Manon. Les enfants sortirent en trombe les premiers, excités par la grande maison et les terres enneigées. Les adultes s'approchèrent plus prudemment, leurs expressions incertaines. C'était la première fois qu'ils voyaient Jean depuis la dispute qu'il avait chassée. « Papa, » dit Lucas, s'arrêtant au bas des marches du perron. « Bonjour, mon fils. »« Entrez, tous. Je veux vous montrer quelque chose. » Jean les guida à travers la maison, racontant l'histoire de Geneviève au fur et à mesure. Il leur montra la bibliothèque avec sa collection de poésie et de fleurs séchées, le salon où Geneviève avait vécu sa vie tranquille, et enfin l'allée, le sanctuaire préservé où la mémoire d'Antoine vivait dans les photographies, les lettres et la robe de mariée qui n'avait jamais été portée. Chloé se tenait au centre de la pièce, tournant lentement pour admirer les photographies qui couvraient les murs. Des larmes coulaient sur son visage. Elle l'a aimé toute sa vie. Oui, confirma Jean. Et quand elle n'a pas pu avoir la vie qu'elle avait prévue avec lui, elle a utilisé son indemnité de décès pour aider les autres. Elle a transformé son deuil en quelque chose qui a rendu le monde meilleur. Lucas prit une des lettres d'Antoine, la lut attentivement. C'est remarquable, papa. Elle était remarquable. Je suis en train de l'apprendre. Et j'apprends aussi autre chose. Jean sortit de sa poche la lettre de Geneviève, celle qui l'exhortait à ne pas s'enfermer. Geneviève regrettait son isolement. Elle m'a averti de ne pas faire la même erreur. La famille passa la matinée à explorer la maison et les environs. Jean leur montra le mémorial d'Antoine dans les bois, la clairière avec son banc de pierre et sa stèle de granit. Chloé s'assit longtemps sur le banc, lisant l'inscription, assimilant le poids de la dévotion de Geneviève pendant des décennies. « C'est magnifique, dit-elle finalement. Mais si solitaire. » « Oui, acquiesça Jean. C'est exactement ça. » De retour à la maison, pendant le déjeuner, ils parlèrent plus ouvertement qu'ils ne l'avaient fait depuis des mois. Lucas s'excusa formellement d'avoir demandé à Jean de partir. Chloé s'excusa d'avoir jugé la façon dont il faisait son deuil. Jean s'excusa de les avoir exclus, d'avoir été si consumé par sa propre douleur qu'il ne pouvait pas voir la leur. « Maman était notre mère, » dit Chloé, la voix chargée d'émotion. « Nous l'avons perdue aussi. Et puis nous avons eu l'impression de te perdre toi. Vous ne m'avez pas perdu. Je me suis juste perdu un moment. » Jean regarda sa famille autour de la table. « Mais être ici, apprendre l'histoire de Geneviève, je retrouve mon chemin. » Après le déjeuner, pendant que les enfants jouaient à l'étage, Jean montra à Lucas et Chloé le classeur, les relevés de placement, le registre documentant l'œuvre caritative de Geneviève. « Elle m'a tout laissé, » dit Jean, sortant le testament qu'il avait trouvé. La maison, les terres, l'argent, tout. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent en parcourant les documents. « Papa, c'est presque 1 million d'euros. 800 000, à peu près. Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Jean y pensait constamment depuis qu'il avait découvert le testament. Continuer ce que Geneviève a commencé. Elle a laissé des instructions, des familles qu'elle soutenait, des bourses qu'elle finançait. Je ne peux pas simplement abandonner ces engagements. C'est une énorme responsabilité, dit Chloé. C'en est une, mais c'est aussi un but, et j'en ai besoin en ce moment. Jean sortit la liste des engagements caritatifs en cours de Geneviève. Il y a des familles qui dépendent de ce soutien. Des étudiants qui comptent sur ces bourses. Je dois honorer ces promesses. Lucas étudia la liste avec son œil d'expert comptable. C'est faisable, mais il faudra structurer ça correctement. Créer une fondation ou une fiducie, obtenir des conseils juridiques et fiscaux. Je peux aider si tu veux. J'apprécierais. Ils passèrent l'après-midi à discuter de logistique, à faire des plans, à esquisser le fonctionnement de la future fondation Geneviève Dubois. Chloé proposa d'aider à rechercher des bénéficiaires et à examiner les demandes, et suggéra des moyens d'étendre les dons au-delà des engagements existants de Geneviève. Même Léo, habituellement silencieux, contribua avec des idées sur la sensibilisation communautaire. Jean regarda ses enfants s'investir dans l'héritage de Geneviève et sentit quelque chose changer en lui. Ils construisaient quelque chose ensemble, créant du sens à partir de la perte. Pas seulement sa perte,
mais aussi celle de Geneviève. 3 générations liées par un deuil transformé en projet. Ce soir-là, après que la famille eut dîné et que les enfants regardaient un film dans le salon, Jean emmena Lucas et Chloé à la bibliothèque. Il avait exposé les médailles et les citations de Geneviève, qu'il avait trouvées plus tôt cette semaine-là, cachées dans une boîte sous une lame de parquet. Il y a plus dans son histoire, dit Jean. Des choses que même moi, je viens de découvrir. Il leur montra les médailles, des décorations pour bravoure au feu, une croix de guerre pour des blessures subies lors d'un raid aérien. Il leur montra les citations décrivant Geneviève courant dans des bâtiments en feu pour sauver des soldats blessés, tirant 3 hommes d'un hôpital de campagne qui s'effondrait pendant un bombardement. L'un de ces soldats était Antoine, expliqua Jean. Elle lui a sauvé la vie en 1944, pour le perdre 3 ans plus tard. Chloé traça du doigt la croix de guerre. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit à personne? Pourquoi cacher ça? Je pense qu'elle considérait ça comme faisant simplement son travail. La guerre était pleine de gens faisant des choses extraordinaires. Peut-être que pour elle, ça ne valait pas la peine d'en parler. Jean marqua une pause. Ou peut-être que parler de ça signifiait parler d'Antoine, et que c'était trop douloureux. Lucas prit une photographie de la jeune Geneviève dans son uniforme d'infirmière, bandée mais souriante, debout avec d'autres infirmières devant un hôpital de campagne. On ne la connaissait pas vraiment, n'est-ce pas? Non. Mais nous avons la chance d'honorer qui elle était, même si nous ne le savions pas de son vivant. Plus tard, après que tout le monde fut couché, Jean s'assit seul dans les laits. Il avait lu d'autres passages des journaux de Geneviève, en particulier les entrées de ces dernières années. Il y trouva des références croissantes au regret, non pas à propos d'Antoine, mais à propos de la vie qu'elle ne s'était pas autorisée à vivre par la suite. 15 avril 1998, lisait-on dans une entrée. Gérard m'a invité à dîner ce soir. Pas pour jouer aux échecs et boire un café, mais un vrai dîner. Je pouvais voir ce qu'il offrait. De la compagnie, peut-être plus. J'ai dit non. Je dis toujours non. C'est plus facile que de risquer à nouveau mon cœur. Plus facile que d'admettre que je suis seul. Mais est-ce que plus facile est synonyme de mieux? J'ai 73 ans, et j'en ai passé 51 seul par choix. Était-ce le bon choix? J'ai aimé Antoine complètement, mais il est mort depuis plus longtemps qu'il n'a été dans ma vie. Voudrait-il cela pour moi? Voudrait-il que j'aie passé un demi-siècle à maintenir cette veille? Je ne le saurai jamais. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je me demande si je n'ai pas fait une erreur. Jean ferma le journal et pensa à ses propres choix. Il était seul depuis 8 mois, et cela lui paraissait déjà insupportable. Pouvait-il imaginer 70 ans de cela? Construire une vie pleine de sens, oui. Aider les autres, oui. Mais tout faire seul. L'avertissement de Geneviève résonnait dans son esprit. Ne fais pas ce que j'ai fait. Ne t'enferme pas. Son téléphone vibra avec un SMS de Chloé. Je n'arrive pas à dormir. Tu es dans les laits? Descends si tu veux. Quelques minutes plus tard, Chloé apparut sur le seuil, enveloppée dans une robe de chambre. Elle s'assit à côté de lui sur le petit lit de repos. Cette pièce, dit-elle doucement. C'est comme une capsule temporelle. Geneviève a tout préservé. Chaque lettre, chaque photo, chaque morceau d'Antoine. Elle a tout gardé enfermé là où personne ne pouvait le voir. Mais elle voulait que tu le voies. Oui. Et je crois que je commence à comprendre pourquoi. Jean montra à Chloé l'entrée du journal qu'il venait de lire. Elle regrettait son isolement. Elle voulait me mettre en garde contre le même choix. Chloé lut l'entrée, s'essuya les yeux. Vas-tu l'écouter? J'essaie. C'est difficile, cependant. L'idée de m'ouvrir à quelqu'un, de risquer à nouveau ce genre de perte. Je sais, mais papa, tu dois au moins essayer. Pour toi, pour la mémoire de maman. Elle ne voudrait pas que tu passes le reste de ta vie seule. Le dimanche matin, la famille de Jean se prépara à partir. Les enfants étaient réticents, ayant transformé la vaste maison en leur terrain de jeu personnel. Lucas prit Jean à part pendant qu'il chargeait les véhicules. Je pensais ce que j'ai dit à propos d'aider avec la fondation. Je te mettrai en contact avec une collègue spécialisée dans les fiducies caritatives. Elle t'aidera à tout mettre en place correctement. Merci, mon fils.
Et papa. La voix de Lucas s'adoucit. Je suis fier de ce que tu fais ici. Maman serait fière aussi. Après leur départ, la maison sembla plus silencieuse, mais pas vide. Jean passa l'après-midi à poursuivre l'exploration des papiers de Geneviève. Dans un dossier intitulé « Plan de la propriété », il trouva un schéma dessiné à la main de tout le domaine. Geneviève avait marqué divers éléments, la maison, le mémorial d'Antoine, les jardins à la française, mais une notation attira son attention. Le jardin de l'Est, là où je lui parlais. Un jardin différent du mémorial. Un endroit où Geneviève allait spécifiquement pour maintenir sa conversation avec Antoine. Jean s'emmitoufla et partit avec le plan, suivant un vague sentier qui menait au sud de la maison. Après 20 minutes de marche à travers les bois, il émergea dans une petite vallée. Devant lui s'étendait un vaste jardin, en dormance, mais clairement autrefois entretenu avec soin, des plates-bandes surélevées en pierre disposées en motifs géométriques, des treillages pour les plantes grimpantes. Un petit cabanon en bois près d'un ruisseau. Jean s'approcha lentement du cabanon. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, des outils de jardin pendaient proprement au mur, un établi de rempotage sous une fenêtre, et dans le coin, une simple chaise à côté d'une petite table. Sur la table reposait un carnet de jardinage. Il l'ouvrit avec précaution. Les entrées remontaient à des décennies, documentant ce que Geneviève avait planté, quand, et avec quel succès. Mais entremêlées aux notes pratiques se trouvaient des observations plus personnelles. 3 mai 1975. J'ai planté les roses qu'Antoine aimait aujourd'hui, des blanches comme la fleur qu'il m'a envoyée de France. Je lui ai raconté ma journée pendant que je travaillais, le patient qui me rappelait lui, le nid de rouge-gorge sous les combles, la façon dont la lumière tombe à travers les arbres le soir. Je sais qu'il ne peut pas m'entendre. Pas vraiment. Mais dire les mots à voix haute me fait me sentir moins seul. Jean s'assit sur la chaise en bois, le carnet ouvert sur ses genoux. C'est ici que Geneviève avait entretenu sa relation quotidienne avec Antoine. Pas dans le mémorial formel avec sa stèle de granit, mais ici, dans ce jardin de travail, où la vie poussait, changeait et exigeait de l'attention. Ici, elle lui avait parlé de choses ordinaires, l'avait inclus dans son existence quotidienne. C'était à la fois déchirant et magnifique. Jean resta dans le jardin pendant 1 heure, arpentant les allées, imaginant à quoi il devait ressembler en été, quand tout fleurissait. Geneviève avait créé quelque chose de remarquable ici, pas seulement un mémorial, mais un espace vivant de beauté et de but, où la mémoire et la vie présente s'entremêlaient. Quand il retourna à la maison, il sentit quelque chose se cristalliser en lui. Il comprit ce que Geneviève essayait de lui enseigner à travers toutes ses découvertes. Que le deuil n'avait pas à être statique, n'avait pas à vous figer sur place. Il pouvait être dynamique, pouvait être transformé en quelque chose qui honorait les morts tout en s'engageant avec la vie. La semaine suivante, Jean se jeta dans le travail pratique. Il fit les réparations nécessaires à la maison, répara les gouttières qui fuyaient, remplaça les vitres cassées, répara les planches lâches du perron. Il rencontra Sandrine Chen, l'avocate que Lucas avait recommandée, et commença le processus de création de la Fondation Geneviève Dubois. Votre tante était remarquablement organisée, dit Sandrine lors de leur première rencontre, examinant les dossiers de Geneviève. La plupart des gens qui font des dons caritatifs informels laissent un désordre derrière eux. Mais elle a tout documenté. Qui a reçu quoi, pourquoi, quels ont été les résultats. Cela facilite grandement notre travail. Jean travailla avec Lucas pour rétablir tous les engagements en cours de Geneviève. Les paiements de bourse reprirent. L'aide pour les factures médicales recommença à circuler. Le soutien au logement continua. Il envoya des lettres personnelles à chaque bénéficiaire expliquant que Geneviève était décédée, mais que ses engagements seraient honorés. Les réponses le submergèrent. Lettre après lettre arriva, remerciant Geneviève, partageant comment sa générosité avait changé des vies. Une jeune femme écrivit qu'elle avait terminé ses études d'infirmière grâce à la bourse de Geneviève, qu'elle avait accepté un poste dans un hôpital pour anciens combattants. Un père écrivit au sujet du traitement du cancer de sa femme, comment l'aide de Geneviève leur avait permis de se concentrer sur la guérison au lieu de se noyer dans les dettes. Jean lut chaque lettre attentivement, sentant le poids et la beauté de ce que Geneviève avait accompli. Elle avait touché tant de vies, créé des ondes de changement positifs, tout en vivant tranquillement dans cette maison. Mais il revenait sans cesse à l'avertissement de Geneviève sur l'isolement, sur le danger de construire des murs si hauts que rien ne pouvait les traverser.
Geneviève avait aidé d'innombrables personnes, mais elle l'avait fait à distance, maintenant toujours sa séparation, ne laissant jamais personne s'approcher vraiment après la mort d'Antoine. Un jeudi après-midi, 3 semaines après la visite de sa famille, on sonna à la porte de Jean. Il ouvrit et trouva Gérard Moreau sur le perron, s'appuyant sur une canne. « J'espère que je ne dérange pas, » dit Gérard. « J'étais dans le coin et j'ai pensé venir voir comment vous vous installiez. » Jean le fit entrer, prépara du café, et ils s'assirent dans la bibliothèque. Gérard regarda la pièce avec une affection évidente. « Je suis venu ici de nombreuses fois au fil des ans, » dit-il. Geneviève et moi avions une partie d'échecs attitrée tous les jeudis après-midi pendant près de 20 ans. Je ne savais pas que Geneviève avait des amis proches. Elle gardait son cercle restreint, mais elle tenait aux amis qu'elle avait. Gérard sirota son café. « J'ai entendu dire que vous continuez son œuvre caritative, que vous créez une fondation. Les nouvelles vont vite. Petite bourgade. En plus, certaines des familles qu'elle a aidées en parlent. Elles sont reconnaissantes. » Gérard posa sa tasse et regarda Jean directement. « Mais ce n'est pas vraiment pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que Geneviève m'a demandé de venir. » Jean se redressa. « Que voulez-vous dire ? » Elle m'a laissé une lettre à ouvrir un mois après sa mort. Dedans, elle prédisait que vous finiriez dans cette maison. Elle m'a demandé d'attendre quelques semaines après votre arrivée, puis de venir vous parler. Gérard sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Elle vous a aussi laissé ceci. Elle a dit que je saurais quand le moment serait venu de la remettre. L'enveloppe était adressée à Jean de l'écriture de Geneviève. Jean la prit avec des mains tremblantes, la mit de côté pour un instant. Elle m'a aussi demandé de vous dire quelque chose d'abord, continua Gérard. À propos du regret, des choix faits et non faits. Du coup de la sécurité quand ce dont on a vraiment besoin, c'est de courage. Il marqua une pause. Geneviève et moi aurions pu être plus que des amis. Elle le savait. Je le savais. Mais elle n'a jamais été prête à laisser partir Antoine, même après toutes ces années. Et c'est son grand regret. Non pas d'avoir aimé Antoine, mais d'avoir laissé cet amour devenir un mur au lieu d'une fondation. Après le départ de Gérard, Jean s'assit seul avec la dernière lettre de Geneviève. Il alluma un feu dans la cheminée de la bibliothèque, se versa un café et s'installa dans le fauteuil de lecture. Puis il ouvrit l'enveloppe avec des mains précautionneuses. « Cher Jean, » commençait-elle. « Si Gérard t'a remis cette lettre, cela signifie que tu es à la maison depuis environ un mois. Assez longtemps pour découvrir mon histoire, pour comprendre ce que je te demande. Mais j'espère pas assez longtemps pour que tu aies commencé à suivre mon pire exemple. Je vais être direct, car je n'ai pas le temps pour les subtilités. J'ai vécu toute ma vie d'adulte seul. Après la mort d'Antoine, je me suis convaincu qu'aimer quelqu'un aussi fort une fois était suffisant pour toute une vie. Que m'ouvrir à nouveau à ce genre de perte me détruirait. Alors, j'ai construit des murs. J'ai créé une vie pleine de sens, oui, mais je l'ai vécue dans l'isolement. Gérard a été la personne la plus proche que j'ai laissé entrer. C'était un homme bon, un homme gentil, quelqu'un avec qui j'aurais pu construire quelque chose si j'avais été prête à essayer. Mais je ne l'étais pas. Même après toutes ces années, je tenais encore Antoine si près qu'il n'y avait de place pour personne d'autre. Ne fais pas ce que j'ai fait, Jean. Ne confonds pas la loyauté envers les morts avec une raison d'arrêter de vivre. Marie n'aurait pas voulu ça. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je sais en t'observant qu'elle était quelqu'un qui embrassait la vie pleinement. Elle voudrait que tu fasses de même. Je ne dis pas de l'oublier. Je n'ai jamais oublié Antoine. Tu en as vu les preuves partout dans cette maison. Mais j'ai laissé le souvenir devenir une prison au lieu d'une fondation. Tu peux honorer la mémoire de Marie tout en construisant de nouvelles relations, de nouvelles expériences, de nouveaux chapitres de ta vie. Maintenant, à propos de ce que je te lègue. À présent, tu as trouvé mon testament. Tu as vu les relevés financiers. Tu connais l'étendue de ce que je te transmets. C'est substantiel, plus que tu ne l'attendais, j'en suis sûr. La maison et les 40 hectares sont à toi, libres de toute charge. Mais il y a plus. Beaucoup plus. Je te lègue toute ma succession, Jean. Tout. La propriété, les investissements, les avoirs financiers. D'après mon dernier décompte,
la valeur totale est d'environ 847 000 euros. J'imagine que tu es submergé en ce moment. C'est compréhensible. Mais écoute attentivement pourquoi je fais cela et ce que je demande en retour. Cet argent représente l'indemnité de décès d'Antoine, investie judicieusement pendant 70 ans, plus mes propres économies de décennies de travail d'infirmière. J'en ai utilisé des portions pour aider les autres, mais j'ai toujours veillé à préserver le capital pour assurer que le travail puisse continuer. C'est ta première responsabilité, continuer l'œuvre caritative. J'ai laissé des listes détaillées des engagements en cours, bourse, aide pour les factures médicales, soutien aux familles. Ce sont des promesses que j'ai faites, et je te fais confiance pour les honorer. Mais voici la partie importante. La vraie raison pour laquelle je t'ai choisi au lieu de tout laisser à une institution ou de le diviser entre des parents éloignés. Il ne s'agit pas seulement de distribuer de l'argent. Il s'agit d'utiliser ce don pour reconstruire ta vie. Je t'ai observé à distance pendant des années, Jean. J'ai vu comment tu aimais Marie, à quel point tu étais dévoué pendant sa maladie. J'ai vu l'impatience de tes enfants face à ton deuil. Je savais que quand elle mourrait, tu aurais du mal. Et je savais que tu aurais besoin de quelque chose pour t'ancrer, quelque chose pour te donner un but quand tout semblerait vide de sens. Cette maison, cet argent, ce travail, ce n'est pas seulement un héritage. C'est une bouée de sauvetage. C'est la permission de reconstruire ta vie autour de quelque chose de significatif. C'est la preuve que même la perte la plus dévastatrice peut être transformée en quelque chose qui aide les autres. Mais voici ma condition, et elle est plus importante que toute exigence légale. Utilise ce don pour rester engagé avec la vie. Utilise-le comme un pont pour te connecter aux gens, pour faire partie du monde, pas comme un substitut à la vie. Aide les autres, oui. Continue mon travail, oui. Mais ne fais pas mon erreur de tout faire derrière des murs. Laisse les gens entrer, Jean. Laisse-toi connaître et voir. Laisse-toi construire de nouvelles relations sans avoir l'impression de trahir ce que tu avais avant. C'est ma vraie demande. Pas seulement que tu continues mon œuvre caritative, mais que tu vives vraiment en le faisant. J'ai créé quelque chose de beau ici, mais je l'ai créé seul. Et c'était mon erreur. Tu as la chance de faire ce que je n'ai pas pu. De faire ton deuil pleinement, d'honorer ta perte, mais ensuite de t'ouvrir à de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités, un nouvel amour s'il se présente. L'argent te donne les ressources pour construire à quoi ressemblera ta seconde chance. Utilise-le sagement. Utilise-le généreusement. Mais surtout, utilise-le comme un outil d'engagement, pas d'isolement. Je te confie tout ce que j'ai construit, Jean. Honore cette confiance en étant plus courageux que je ne l'ai été. Avec amour et espoir pour ton avenir, Geneviève. J'en lus la lettre 3 fois. Chaque lecture révélait de nouvelles couches de l'intention de Geneviève. Elle lui avait tout laissé, pas seulement la maison, mais la richesse accumulée de sa vie. Près d'1 million d'euros construits à partir de l'indemnité de décès d'Antoine et de 70 ans de gestion prudente. La responsabilité était énorme. Mais le don l'était aussi. Jean posa la lettre et prit son téléphone. Il appela Lucas. « Papa, tout va bien ? Je dois te dire quelque chose. Geneviève m'a laissé plus que je ne le pensais initialement. Beaucoup plus. » Il expliqua la lettre, l'étendue complète de la succession de Geneviève, ses instructions explicites sur la façon de l'utiliser. Lucas écouta sans interrompre, son esprit d'expert comptable organisant probablement déjà l'information. « C'est un montant important, papa. Nous devrons agir rapidement pour la mise en place de la fondation. Mettre en place la structure juridique. Rétablir immédiatement ses engagements en cours. Certaines de ces familles se demandent probablement pourquoi le soutien s'est arrêté. Je sais. J'y ai pensé constamment. J'appellerai Sandrine demain. Accélérer tout. On peut mettre en place des paiements temporaires via ton compte personnel jusqu'à ce que la fondation soit établie. » Lucas marqua une pause. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ? » Submergé, honoré, terrifié. Jean regarda autour de la bibliothèque. Geneviève ne m'a pas seulement laissé de l'argent. Elle m'a laissé une mission, un but, une raison de continuer. C'est ce dont tu avais besoin. Oui, mais elle m'a aussi laissé un avertissement sur l'isolement, sur la construction de murs, sur la confusion entre la sécurité et la vie.
Elle me demande de faire quelque chose de beaucoup plus difficile que de gérer de l'argent. Quoi donc? Restez ouvert. Laissez les gens entrer. Utilisez ce don comme un pont pour revenir à la vie, pas comme une forteresse pour me cacher. Après avoir raccroché, Jean traversa la maison, la voyant avec une nouvelle compréhension. Chaque pièce, chaque choix que Geneviève avait fait, chaque morceau d'histoire préservé, tout était à lui maintenant. La responsabilité de tout cela pesait sur lui. Mais sous ce poids, il y avait autre chose. De l'espoir, des possibilités, le sentiment qu'on lui avait donné non seulement des ressources, mais la permission de reconstruire sa vie. Les 3 semaines suivantes passèrent dans une activité intense. Jean rencontra Sandrine à plusieurs reprises, signant des papiers, établissant la structure juridique de la Fondation Geneviève Dubois, ouvrant des comptes bancaires et des systèmes de paiement. Lucas travailla à ses côtés, gérant les détails financiers avec sa précision caractéristique. Ils rétablirent tous les engagements en cours de Geneviève. Les paiements de bourse reprirent. L'aide pour les factures médicales recommença à circuler. Le soutien au logement continua. Jean envoya des lettres personnelles à chaque bénéficiaire expliquant la brève interruption et les assurant que les promesses de Geneviève seraient honorées intégralement. Les réponses le touchèrent profondément. Une étudiante écrivit qu'elle avait failli abandonner ses études lorsque le paiement de la bourse s'était arrêté, soulagée de pouvoir continuer son diplôme d'infirmière. Un père célibataire écrivit sa terreur lorsque l'aide pour les factures médicales avait disparu, ce que cela signifiait de savoir qu'elle continuerait. Chaque lettre représentait une vie touchée, un fardeau allégé, un espoir maintenu. Jean prit aussi une décision qui le surprit lui-même. Il appela le centre communautaire et se renseigna sur les groupes de soutien au deuil. Une femme au téléphone lui donna des informations sur un groupe qui se réunissait le mardi soir. « C'est un bon groupe, dit-elle. Très solidaire. Beaucoup de gens qui ont perdu leur conjoint. J'y réfléchirai, dit Jean. Mais il avait déjà décidé d'y aller. Ce mardi-là, Jean se rendit en ville pour la première fois depuis la visite de Gérard. Le centre communautaire était un bâtiment modeste près de la bibliothèque, chaleureux et accueillant à l'intérieur. Environ 15 personnes étaient assises en cercle dans une petite salle de réunion. Jean prit place, le cœur battant. Un homme plus âgé qui se présenta comme l'animateur souhaita la bienvenue à Jean et lui demanda s'il voulait partager quelque chose. « Je m'appelle Jean. Ma femme est décédée il y a 8 mois. C'est ma première fois à quelque chose comme ça. Bienvenue, Jean. Aucune pression pour partager plus que ce avec quoi vous êtes à l'aise. » Au fur et à mesure que la réunion avançait, Jean écouta les autres raconter leurs histoires. Une femme dont le mari était mort dans un accident de voiture. Un homme dont la femme était décédée de la maladie d'Alzheimer. Une femme plus jeune qui avait perdu son partenaire par suicide. Chaque histoire était différente, mais le fil du deuil les liait tous. Une femme de l'âge de Jean prit la parole vers la fin. « Je m'appelle Monique. Mon mari est mort il y a 3 ans d'un cancer. J'ai encore des jours difficiles, mais c'est devenu plus facile à porter. Venir ici m'a aidé à réaliser que je n'étais pas seul dans cette épreuve. » Après la réunion, Monique s'approcha de Jean. « La première fois est toujours la plus difficile. Mais vous êtes venu. C'est ce qui compte. Il me semblait important d'essayer de ne pas m'isoler. C'est sage. L'isolement rend tout plus difficile. » Monique sourit doucement. « Il y a généralement un café après au bistrot en face. Quelques-uns d'entre nous y vont. Vous êtes le bienvenu si vous le souhaitez. » Jean faillit dire non. Son instinct était de se retirer dans la sécurité de la maison de Geneviève, dans la solitude familière. Mais il pensa à la lettre de Geneviève, à son avertissement contre les murs qu'elle avait construits. « J'aimerais bien, dit-il. » Au bistrot, Jean se retrouva en conversation avec Monique et 2 autres membres du groupe. Ils parlèrent de deuil, oui, mais aussi de choses ordinaires, des livres qu'ils lisaient, des projets sur lesquels ils travaillaient, des défis de la vie quotidienne. Cela semblait normal d'une manière que Jean n'avait pas connue depuis des mois. Monique lui parla de son enseignement de l'art au collège local. « Ça m'a sauvé après la mort de mon mari. Devoir être présente pour les étudiants, devoir être présente pour quelque chose en dehors de ma propre douleur. Ça m'a ramené dans le monde. Je suis en train d'apprendre ça, dit Jean. Avoir un but aide. La connexion aide.
Oui, mais il faut du temps pour y être prêt. En rentrant à la maison cette nuit-là, Jean se sentit différent. Plus léger, en quelque sorte. La conversation au bistrot avait été simple mais significative. La preuve qu'il pouvait interagir avec les gens, parler d'autre chose que de la perte, imaginer une vie qui incluait de nouvelles connexions. Les jours suivants, Jean continua son travail avec la fondation tout en apportant des changements à la maison. Il vida certaines des vieilles affaires de Geneviève, non pas pour effacer sa présence, mais pour faire de la place pour la sienne. Il installa un vrai bureau dans la bibliothèque pour le travail de la fondation. Il commença à planifier ce qu'il planterait dans les jardins au printemps. Le samedi, Chloé appela avec une demande. « Papa, ma collègue à l'école organise une collecte de fonds pour un élève dont la famille a tout perdu dans un incendie. J'ai mentionné ce que tu fais avec la fondation de Geneviève. Elle se demandait si tu pourrais peut-être aider. » Jean pensa à la liste de Geneviève, aux familles qu'elle avait soutenues après des catastrophes similaires. « Parle-moi de la famille. » Chloé expliqua, une mère célibataire avec 2 jeunes enfants avait perdu sa maison et la plupart de ses biens, luttant pour trouver un logement stable tout en travaillant à plein temps. « J'aimerais aider, dit Jean. Et Chloé, j'aimerais venir à la collecte de fonds aussi, si c'est approprié. Vraiment? Papa, ce serait merveilleux. C'est samedi prochain à l'école. Après avoir raccroché, Jean se sentit à la fois anxieux et déterminé. Ce serait sa première apparition publique dans son nouveau rôle, son premier vrai pas dans la communauté en tant que quelqu'un d'autre que le veuf en deuil se cachant dans une grande maison. Ça lui faisait peur. Mais les mots de Geneviève résonnaient dans son esprit, « Sois plus courageux que je ne l'ai été ». Ce soir-là, Jean s'assit dans l'aile et écrivit dans le journal qu'il avait commencé à tenir à côté de celui de Geneviève. « Chère Geneviève, j'essaie de faire ce que tu as demandé. Je suis allé à un groupe de soutien au deuil cette semaine. J'ai rencontré des gens qui comprennent ce que c'est que de perdre la personne avec qui on a construit sa vie. Une femme, Monique, m'a invité à prendre un café après. Nous avons parlé, juste parlé de choses ordinaires, de deuil et du travail de reconstruction. J'ai peur de m'ouvrir, peur de risquer à nouveau mon cœur. Mais je commence aussi à comprendre ce que tu essayais de me dire. Que rester enfermé n'est pas une protection. C'est un emprisonnement. Que l'honneur n'exige pas l'isolement. La semaine prochaine, je vais à une collecte de fonds à l'école de Chloé. Je rencontrerai des gens, m'engagerai dans la communauté, représenterai la fondation publiquement. Ça me semble énorme, mais aussi nécessaire. Tu m'as laissé plus que de l'argent et une propriété. Tu m'as laissé un exemple, à la fois de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. L'œuvre caritative, oui. La dévotion à la mémoire, oui. Mais pas les murs. Pas les décennies de solitude que tu as reconnues trop tard comme un choix plutôt qu'une fatalité. Je choisis différemment. C'est difficile et inconfortable. Et parfois, je veux me retirer dans la solitude. Mais je continue d'avancer, je continue de dire oui quand mon instinct est de dire non. Merci pour ta foi en moi. De croire que je pouvais le faire même quand je n'y croyais pas moi-même. J'espère que je te rends fier. Avec gratitude, Jean. Le samedi arriva avec un ciel clair et un temps exceptionnellement doux pour la fin de l'hiver. Jean se rendit en ville, son premier vrai retour depuis qu'il s'était enfui à la maison de Geneviève des mois plus tôt. Le trajet semblait différent maintenant. Pas une fuite, mais un choix. Un engagement délibéré avec le monde dont il s'était caché. Le gymnase du lycée était bondé de familles, d'élèves et de membres de la communauté. Des tables bordaient les murs, exposant des articles donnés pour une vente aux enchères, des pâtisseries à vendre, des informations sur la famille aidée. Jean se sentit submergé par le bruit et la foule après des semaines de solitude relative, mais il surmonta son malaise. Chloé le repéra immédiatement et se précipita vers lui. « Papa, tu es venu. J'ai dit que je le ferais. » Elle le serra fort dans ses bras, le soulagement évident dans son étreinte. « Viens rencontrer tout le monde. » Jean rencontra les collègues de Chloé, le directeur de l'école, plusieurs parents qui avaient organisé l'événement. Tout le monde était amical, accueillant, curieux de ce père que Chloé avait mentionné et qui faisait du travail caritatif. Jean se retrouva à expliquer l'histoire de Geneviève, de la fondation, de la continuation de son héritage d'aide aux familles dans le besoin. Puis Chloé le conduisit à la famille au centre de tout cela, une femme nommée Valérie,
probablement au début de la quarantaine, épuisée mais se tenant droite avec un effort visible. Ses 2 enfants, un garçon d'environ 10 ans, Hugo, et une fille de 7 ans, Léa, restaient près de leur mère, les yeux écarquillés, absorbant toute l'attention et le soutien. « Voici mon père, Jean Dubois, » dit Chloé. Il voulait t'aider. Valérie lui serra la main, sa poignée ferme malgré la fatigue dans ses yeux. « Merci d'être venu. Ça signifie beaucoup que la famille de Chloé nous soutienne comme ça. » Jean se surprit à dire, « Ma tante a passé sa vie à aider des familles dans des situations comme la vôtre. Je continue son travail. J'aimerais couvrir vos frais de logement le temps que vous vous remettiez sur pied. Et tout ce dont les enfants ont besoin. Vêtements, fournitures scolaires, tout ce qui a été perdu dans l'incendie. » Les yeux de Valérie s'emplirent de larmes. « Je ne sais pas quoi dire. Nous logeons chez ma sœur, 5 personnes dans son 2 pièces. J'essaie d'économiser pour une caution pour notre propre logement, mais tout part dans le remplacement de ce que nous avons perdu. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Acceptez simplement l'aide. C'est à ça que sert la fondation. » Jean passa du temps à parler avec les enfants de Valérie, s'informant de leur centre d'intérêt, de ce qui leur manquait le plus depuis l'incendie. Le garçon, Hugo, avait perdu toute sa collection de livres. La fille, Léa, parla de ses fournitures d'art qui avaient brûlé. Jean prit des notes mentales, prévoyant de remplacer non seulement les nécessités, mais aussi les choses qui leur apportaient de la joie. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Jean se retrouva dans conversation après conversation. Une enseignante nommée Stéphanie partagea ses difficultés à se procurer des fournitures de classe avec son salaire, comment elle dépensait des centaines d'euros de son propre argent chaque année pour du matériel destiné aux élèves dont les familles ne pouvaient pas le fournir. Un parent parla des factures médicales croissantes de sa mère âgée, du choix impossible entre les soins de sa mère et les besoins de ses propres enfants. Un ancien combattant mentionna la difficulté à naviguer dans les demandes d'invalidité, le labyrinthe bureaucratique qui le laissait en difficulté financière en attendant les prestations qu'il avait méritées. Chaque conversation ouvrait une fenêtre sur des vies vécues avec courage et difficulté. Des gens gérant des défis que Jean n'avait jamais eu à affronter. Il écouta, vraiment écouta. Et en écoutant, il sentit quelque chose de longtemps endormi commencer à s'éveiller, un sentiment de connexion avec le monde extérieur, avec la communauté de la lutte et de la résilience humaine. Il prit des notes sur son téléphone, ajoutant des noms et des situations à la liste de considération de la fondation. Les besoins de la classe de Stéphanie, les factures médicales de la mère âgée, le vide financier de l'ancien combattant. Chacun représentait une opportunité d'aider, de faire en sorte que l'héritage de Geneviève continue de grandir. Pendant un moment de calme, une femme de son âge s'approcha. Elle avait des yeux bienveillants et des cheveux argentés attachés en une queue de cheval pratique, des rides du rire autour des yeux qui suggéraient quelqu'un qui choisissait la joie malgré les chagrins qu'elle avait pu connaître. « Vous êtes le père de Chloé. Je suis Jean Dubois. Monique Lefebvre. J'enseigne avec Chloé. » Elle marqua une pause, son expression s'adoucissant. « Elle a mentionné que vous aviez perdu votre femme récemment. Je suis désolé. » Jean étudia son visage. Il y vit une empathie sincère, pas de la pitié ou une sympathie maladroite. « Merci. Mon mari est mort il y a 3 ans. Un cancer. Alors, je comprends un peu ce que vous traversez. » Une reconnaissance s'alluma. « Monique, du groupe de deuil. » Son visage s'illumina de surprise. « Vous êtes le Jean de mardi. » Je n'avais pas fait le lien avec le nom de famille de Chloé. C'est bon de vous voir ici. Il faut du courage pour se montrer comme ça. J'apprends que se cacher n'aide pas. Que l'engagement, même quand c'est inconfortable, est mieux que l'isolement. Ils parlèrent plusieurs minutes, la conversation coulant facilement entre 2 personnes qui partageaient le langage commun de la perte. Monique lui en dit plus sur son mari, sur leurs 25 ans ensemble, sur l'art-thérapie qui l'avait aidé à traverser le pire du deuil. Jean lui parla de Geneviève, de la maison, de l'apprentissage de la transformation du deuil en but à travers le travail de la fondation. « C'est remarquable, » dit Monique. « Utiliser un héritage pour aider les autres tout en se guérissant soi-même. Votre tante semble avoir été une femme extraordinaire. Elle l'était, bien que je ne l'apprenne que maintenant, après sa mort. Je la connaissais comme une tante gentille qui vivait seule. Je ne connaissais pas l'histoire d'amour qui a façonné sa vie, l'héroïsme de guerre, les décennies de générosité discrète.
C'est comme découvrir une personne entière que je n'ai jamais connue. Parfois, c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment les gens, quand on peut regarder leur vie entière au lieu des seuls moments que nous avons partagés avec eux. Monique jeta un coup d'œil à travers le gymnase où ses élèves géraient la table de vente de pâtisserie. Je devrais retourner superviser, mais je suis contente que nous ayons pu parler en dehors du groupe. C'est agréable de vous voir vous engager avec le monde. Alors que l'événement touchait à sa fin, Jean signa un chèque substantiel pour la collecte de fonds, puis un autre pour le fonds général de l'école pour les fournitures de classe de Stéphanie et d'autres besoins des enseignants. Chloé le raccompagna à sa 2CV, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le parking. « Papa, ce que tu as fait aujourd'hui, pour la famille de Valérie, pour l'école, c'était vraiment quelque chose. » Geneviève aurait fait de même. En fait, elle a probablement aidé des familles ici au fil des ans. Sa portée était plus large que je ne le réalisais. Mais tu n'es pas Geneviève. Tu choisis cela toi-même. Tu ne suis pas seulement ses instructions. Tu te l'appropries. Chloé s'appuya contre la voiture. Tu sembles différent, plus présent en quelque sorte. Plus comme toi-même à nouveau. J'essaie de l'être. Geneviève m'a laissé plus que de l'argent et une propriété. Elle m'a laissé un exemple de comment transformer la perte en but, et un avertissement sur le coût de l'isolement. Sur la construction de murs si hauts que rien ne peut les traverser. Tu n'es pas isolé. Tu nous as. Et j'ai remarqué que tu parlais pas mal avec Monique. J'en souris légèrement. Elle fait partie du groupe de soutien au deuil auquel j'assiste. Ça aide de parler avec quelqu'un qui comprend ce qu'est ce voyage. Je suis contente que tu fasses ça. Aller au groupe, t'engager avec les gens, aider des familles comme celle de Valérie. Maman serait si fière de toi. En retournant à la maison de Geneviève ce soir-là, Jean se sentit épuisé, mais d'une bonne manière. Il s'était engagé avec le monde, avait connecté avec les gens, avait fait une différence tangible dans la vie de Valérie et dans les ressources de l'école. Cela lui semblait juste. Cela lui semblait honorer à la fois Geneviève et Marie, construire quelque chose de significatif sur les fondations de son deuil. Mais plus que cela, parler avec Monique lui avait montré quelque chose d'inattendu, qu'il était possible de discuter de la perte avec quelqu'un qui la comprenait, de partager ce fardeau sans qu'il vous écrase. Il n'était pas prêt pour autre chose que de l'amitié, et ne le serait peut-être pas avant des années. Mais le fait qu'il puisse imaginer avoir cette conversation à nouveau, se voir continuer à assister au groupe de soutien et peut-être même prendre un café avec Monique en dehors, cela ressemblait à un progrès. De retour à la maison, Jean alluma un feu et s'assit dans la bibliothèque avec les journaux de Geneviève. Il les avait lus chronologiquement au cours des dernières semaines. Mais ce soir, il voulait comprendre quelque chose de spécifique. Il chercha des entrées sur Gérard, sur leur amitié, sur la conscience de Geneviève de ce qu'elle choisissait de ne pas poursuivre. Il trouva ce qu'il cherchait dans une entrée de 2005, 15 ans après le début de leur partie d'échecs hebdomadaire. Gérard m'a invité à dîner ce soir. Pas pour jouer aux échecs et boire un café, mais un vrai dîner. Je pouvais voir dans ses yeux ce qu'il offrait. De la compagnie, peut-être plus si j'étais disposé. J'ai dit non, aussi doucement que possible. Gérard a accepté avec grâce, a dit que nous pourrions continuer nos parties d'échecs si j'étais à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec les échecs. Les échecs sont sûrs. Les échecs n'exigent pas d'ouvrir son cœur ou de risquer des murs soigneusement construits. C'est un homme bon, gentil, patient, quelqu'un qui comprend la perte parce qu'il l'a vécue. Dans une autre vie, dans une autre version de moi-même, j'aurais pu dire oui. Mais Antoine possède encore trop de mon cœur, même 58 ans après sa mort. C'est de la loyauté ou de la lâcheté, selon la façon dont on le voit. Peut-être les deux. Je me demande ce qu'Antoine penserait de ma dévotion. Serait-il honoré ou aurait-il le cœur brisé? Voudrait-il que j'aie passé ma vie seule? Je soupçonne que si nos positions étaient inversées, si j'étais morte et qu'il avait survécu, il m'aurait pleuré profondément, mais aurait fini par construire une nouvelle vie. Il était plus courageux que moi, plus disposé à risquer son cœur. J'enferma le journal et fixa le feu. Geneviève avait su exactement ce qu'elle choisissait et ce à quoi elle renonçait. Et à la fin, elle l'avait assez regretté pour le mettre en garde contre le même choix. Il pensa à Monique, à la conversation facile qu'ils avaient eue, à la compréhension qui circulait entre des personnes ayant survécu à des pertes similaires. Il pensa à Marie, à ce qu'elle voudrait pour lui.
Elle avait été généreuse, chaleureuse, quelqu'un qui croyait en l'adoption pleine de la vie. Elle ne voudrait pas qu'il passe les 30 prochaines années seul dans cette maison, peu importe la noblesse du travail qu'il y accomplissait. Jean passa le dimanche à travailler dans le jardin de Geneviève, celui au-delà du mémorial d'Antoine, où elle lui parlait en s'occupant des plantes. Le sol était encore principalement gelé, mais il pouvait enlever les plantes mortes, tailler les arbustes envahissants, commencer à planifier ce qu'il pourrait planter au printemps. En travaillant, il se surprit à faire ce que Geneviève avait fait, à parler à voix haute. À Marie, lui racontant la fondation, la reconnexion avec Lucas et Chloé, la famille qui l'avait aidé à la collecte de fonds. À Geneviève, la remerciant pour le don d'un but, pour l'avertissement contre l'isolement, pour l'avoir vu assez clairement pour savoir ce dont il aurait besoin. Et progressivement, sans le prévoir, il se parla à lui-même, reconnaissant sa peur d'aller de l'avant, sa culpabilité de ressentir autre chose que du deuil, son incertitude sur qui il devenait. Je l'aimais tellement, dit Jean à l'air froid, son souffle visible dans le froid matinal. Je l'aime toujours. Mais je commence à comprendre que l'amour ne doit pas être une cage. Geneviève a aimé Antoine toute sa vie, mais elle en a fait une cage. Elle a construit de belles choses autour de cette cage, cette maison, les jardins, l'œuvre caritative. Mais elle en était toujours emprisonnée. Je n'ai pas à faire ça. Je peux aimer Marie pour toujours et rester ouvert à ce qui viendra ensuite. Les mots semblaient à la fois vrais et terrifiants, mais les dire à voix haute les rendait réels, les rendait possibles. Ce soir-là, il assista de nouveau au groupe de deuil du mardi. Monique était là, et après, plusieurs d'entre eux allèrent au bistrot, comme c'était devenu la coutume. La conversation fut plus facile cette fois, plus naturelle. Jean se surprit à rire d'une histoire que quelqu'un raconta sur la terrible cuisine de son défunt conjoint, puis à ressentir un éclair de culpabilité avant de se rappeler que le rire n'était pas une trahison. Autour d'un café, Monique mentionna qu'elle organisait une petite exposition d'art au collège où elle enseignait. C'est du travail d'étudiant, mais une partie est vraiment remarquable. Ils explorent des thèmes de perte et de rétablissement, de destruction et de renouveau. Vous pourriez trouver ça intéressant, étant donné ce que vous traversez. Vous êtes le bienvenu si vous le souhaitez. Vendredi soir prochain. Le premier instinct de Jean fut de décliner, de se retirer dans la sécurité de la maison de Geneviève et sa routine solitaire. Mais il pensa à la lettre de Geneviève, au choix de l'engagement plutôt que de la sécurité, à être plus courageux qu'elle ne l'avait été. J'aimerais bien, dit-il, surpris de la sincérité de ses paroles. La semaine passa dans une activité continue. Jean finalisa les documents de la fondation avec Sandrine, approuva la première série de nouvelles subventions au-delà des engagements existants de Geneviève, et rencontra Gérard pour discuter de l'embauche d'un administrateur à temps partiel pour aider à gérer la charge de travail croissante. Vous faites du bon travail ici, dit Gérard autour d'un café dans la bibliothèque de Jean, regardant les organigrammes et les calendriers de subventions étalés sur le bureau. Geneviève serait satisfaite de la façon dont vous avez élargi sa vision. Je l'espère. J'essaie d'honorer son héritage sans répéter ses erreurs. Gérard l'étudia avec ses vieux yeux sages. Vous voulez dire l'isolement? Oui. Elle m'a explicitement averti de ne pas faire ce qu'elle a fait, de rester ouvert à la vie, aux gens, aux possibilités. Elle m'en a parlé vers la fin. Des regrets, du souhait d'avoir été plus courageuse quand je l'ai invitée à dîner toutes ces années auparavant. Gérard sourit tristement. Je comprenais son choix. Après avoir perdu quelqu'un si profondément, s'ouvrir à nouveau, c'est comme tenter le destin. Mais je pense qu'elle a commencé à voir les choses différemment en vieillissant. À voir ça comme de la peur déguisée en loyauté. C'est exactement ce que c'était. Et elle ne voulait pas que je fasse la même erreur. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes courageux. Venir ici, apprendre son histoire, continuer son travail, vous engager dans la communauté. Ça demande un vrai courage, surtout quand on est encore à vif après une perte. Le vendredi arriva et Jean se rendit au collège pour l'exposition d'art de Monique. La galerie était petite mais bien éclairée, remplie de peintures, sculptures et photographies d'étudiants. Monique l'accueillit chaleureusement, le présenta à plusieurs de ses élèves, expliqua le contexte et l'inspiration de diverses œuvres. Jean se trouva véritablement intéressé, posant des questions, s'engageant avec le travail d'une manière qu'il n'avait pas faite avec quoi que ce soit d'autre que la fondation depuis des mois. Une série de photographies attira son attention.
des paysages après des catastrophes naturelles, la beauté émergeant de la destruction, des fleurs poussant à travers les cendres, de nouveaux arbres germant de forêts brûlées, la lumière perçant à travers les nuages d'orage. C'est l'une de mes étudiantes les plus talentueuses, dit Monique, le rejoignant devant les photographies. Elle a perdu sa maison d'enfance dans un incendie de forêt il y a 2 ans. Monique continua, désignant les photographies. C'est sa façon de traiter cette perte, de trouver des moments de renouveau et de croissance dans les décombres. L'art comme forme de guérison. C'est puissant, dit Jean, étudiant une image de jeunes pousses vertes émergeant d'une terre noircie. La transformation du deuil en quelque chose de beau. C'est ce que Geneviève a fait aussi, à sa manière. Ce que j'essaie de faire avec la Fondation. C'est ce que nous devons tous faire finalement. Trouver des moyens de laisser la perte devenir autre chose qu'une simple absence. Monique passa à la série d'œuvres suivantes. Sinon, nous ne portons que le vide pour toujours. Ils parcoururent la galerie ensemble, Monique expliquant les processus des étudiants, leur voyage à travers diverses formes de perte et de rétablissement. Jean en partagea plus sur Geneviève, sur les journaux et les lettres, sur la découverte de sa vie cachée et de l'histoire d'amour qui avait façonné 70 ans de choix. C'est comme si vous aviez hérité non seulement de son argent, mais aussi de sa sagesse, observa Monique. Les leçons qu'elle a apprises trop tard pour les appliquer pleinement à sa propre vie. C'est exactement ce que je ressens. Elle m'a donné une feuille de route. M'a montré à la fois ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. L'œuvre caritative, oui. La dévotion à la mémoire, oui. Mais pas les murs. Pas les décennies de solitude qu'elle a reconnues trop tard comme un choix plutôt qu'une fatalité. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure, longtemps après que la plupart des autres participants furent partis, d'art et de deuil et des différentes manières dont les gens trouvaient à survivre à des expériences dévastatrices, du danger de confondre la sécurité avec la guérison, du courage nécessaire pour rester ouvert à la vie quand la vie avait déjà tant pris. Alors que la galerie commençait à fermer, Monique raccompagna Jean jusqu'au parking. La soirée de printemps était douce, l'air embaumé du parfum des arbres en fleurs sur le campus. Je suis contente que vous soyez venu ce soir, Jean. Moi aussi. Merci de m'avoir invité, d'avoir pensé que j'apprécierais cela. J'espère que cela ne semble pas déplacé, mais j'apprécie nos conversations, tant au groupe qu'en dehors. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui comprend profondément le deuil, mais qui ne l'a pas laissé devenir amer ou fermé. Je ne suis pas sûr d'en être aussi loin que ça en a l'air. La plupart des jours, j'essaie juste de m'en sortir sans me noyer. Certains jours, je n'y arrive même pas. C'est plus loin que vous ne le pensez. Vous continuez à vous montrer, à vous engager, à aider les autres alors que vous luttez vous-même. Monique marqua une pause, sembla prendre son courage à 2 mains. Jean, aimeriez-vous prendre un café un de ces jours? Pas au bistrot après le groupe, mais juste nous deux. En tant qu'amis qui se comprennent. Jean sentit la peur le transpercer. L'instinct familier de se replier vers la sécurité. Mais il sentit aussi autre chose, de la curiosité, une connexion, la possibilité de construire quelque chose de nouveau sans trahir ce qu'il avait eu avant. Il pensa à Marie, à la façon dont elle l'avait toujours encouragé à essayer de nouvelles choses, à prendre des risques, à s'engager avec la vie. Il pensa à l'avertissement de Geneviève contre l'isolement, contre le fait de laisser la peur se déguiser en loyauté. J'aimerais bien, dit-il, et fut surpris de la sincérité de ses paroles. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Jean avait trouvé le testament de Geneviève, depuis qu'il avait accepté le poids et le don de son héritage. Le printemps était pleinement arrivé au domaine, transformant les lieux de la beauté austère de l'hiver en quelque chose de vivant et de foisonnant de possibilités. Jean se tenait dans le jardin de Geneviève. Son jardin, maintenant qu'il avait appris à le considérer ainsi, inspectant le travail qu'il avait accompli. Les plates-bandes surélevées étaient plantées de légumes et d'herbes aromatiques. Les treillages supportaient des rosiers grimpants en pleine floraison, leurs fleurs blanches un hommage à la mémoire d'Antoine. Au centre, là où se trouvait autrefois la fontaine de Geneviève, Jean avait installé un simple banc de pierre avec une plaque de laiton, en mémoire de Marie Dubois, qui aimait faire pousser les choses. Il visitait aussi régulièrement le mémorial d'Antoine. Taillant et entretenant les rosiers, nettoyant les débris, maintenant l'espace paisible que Geneviève avait créé. Il parlait parfois à Antoine, lui racontant la vie de Geneviève, comment son amour pour lui était devenu quelque chose qui avait aidé des milliers de personnes pendant des décennies, comment même dans la mort, ils enseignaient encore aux gens l'amour, la perte et la transformation.
La Fondation Geneviève Dubois était maintenant pleinement opérationnelle. Sandrine l'avait structurée efficacement, avec Lucas comme trésorier et Chloé aidant à l'examen des demandes de subventions et à la vérification des familles. J'en rencontrais personnellement les bénéficiaires lorsque c'était possible, écoutant leurs histoires, comprenant leurs besoins au-delà du financier. C'était exactement ce que Geneviève avait voulu. Pas une charité anonyme, mais une véritable connexion à travers l'aide. La famille de Valérie était maintenant dans un logement stable, les enfants s'épanouissant à l'école. Hugo avait une nouvelle collection de livres, et Léa avait des fournitures d'art qu'elle utilisait pour créer des peintures qu'elle donnait à Jean en guise de remerciement. Les étudiants boursiers que Geneviève avait soutenus écrivaient régulièrement avec des nouvelles de leurs progrès, diplômes, nouveaux emplois, familles qu'ils fondaient à leur tour. De nouvelles familles recevaient de l'aide chaque mois. Des factures médicales payées, des études financées, des crises de logement évitées. Le travail de la Fondation se propageait dans la communauté comme des ondes à la surface de l'eau, touchant des vies de manière que Jean commençait seulement à comprendre. Jean assistait au groupe de soutien au deuil tous les mardis soirs sans faute. Monique était toujours là, et ils étaient devenus des amis proches. Ils prenaient régulièrement le café maintenant, de longues conversations sur la perte, la vie et le travail de reconstruction. Juste des amis, bien que Lucas n'arrêtait pas de demander avec un espoir à peine dissimulé si c'était plus que ça. Jean n'était pas prêt pour plus, et ne le serait peut-être jamais. Mais il appréciait profondément cette amitié, la capacité de parler honnêtement avec quelqu'un qui comprenait intimement le deuil sans en être consumé. Lucas et Chloé venaient souvent en visite, parfois ensemble, parfois séparément, parfois avec leur famille pour des rassemblements de week-end qui remplissaient la maison de rire et de vie. La fracture qui s'était ouverte entre eux se refermait, la blessure se transformant en une cicatrice tendre, mais qui ne saignait plus. Ils avaient appris à parler de Marie sans que cela ne déclenche des disputes sur le deuil, les délais et la légitimité de la douleur de chacun. Ils avaient appris à voir Jean comme quelqu'un qui naviguait dans la perte plutôt que quelqu'un qui ne parvenait pas à y faire face. Et il avait appris à les voir comme des compagnons de route dans le deuil plutôt que comme des juges de son parcours. Par un chaud samedi de début mai, toute la famille vint au domaine pour la journée. Les enfants de Lucas coururent dans les jardins, ravis par l'espace et la liberté, par le ruisseau, les bois et le sentiment d'un territoire infini à explorer. La fille de Chloé, Manon, aida Jean à planter des œillets d'Inde le long du chemin menant à la maison, ses petites mains pressant soigneusement la terre autour de chaque fleur, tandis que Jean lui parlait de l'amour de sa grand-mère pour les jardins. Les adultes s'assirent sur le porche arrière restauré, buvant du thé glacé et parlant de tout et de rien. De la portée croissante de la Fondation. De la promotion de Lucas au travail. Des plans de Chloé pour les programmes de lecture d'été à l'école. Des détails ordinaires et magnifiques de vie vécue vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Cet endroit a vraiment pris forme, papa, dit Lucas, regardant les terres avec une admiration évidente. Geneviève serait fière de ce que tu as construit ici. Je l'espère. Mais en réalité, je ne fais que continuer ce qu'elle a commencé. La Fondation, les jardins, le travail d'aide aux gens. C'est toute sa vision. Je ne suis que le gardien. Ne te dévalorise pas. Geneviève t'a donné les outils, mais c'est toi qui as choisi de les utiliser. Tu aurais pu simplement vendre la propriété, prendre l'argent et vivre confortablement sans tout cet effort. Cela n'aurait honoré ni elle ni Marie. Jean sirota son thé, regarda Manon chasser les papillons à travers le jardin. Pendant des mois, je me suis senti à la dérive, comme si j'avais perdu mon ancre. Venir ici, découvrir l'histoire de Geneviève, ça m'a donné un but. Ça m'a donné un moyen de transformer la douleur en quelque chose d'utile. Chloé posa sa main sur la sienne. On est content de te revoir, papa. Le vrai toi. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre, Jean emmena sa famille dans le jardin de l'Est. Il leur montra la nouvelle plaque qu'il avait installée près du cabanon. Ce jardin est un hommage à deux histoires d'amour, lisait-on. Geneviève et Antoine. Jean et Marie. Puissent leurs souvenirs inspirer la gentillesse, le courage et une vie vécue pleinement. Ils restèrent là en silence pendant un moment, les générations rassemblées dans cet espace de mémoire et de renouveau. Jean regarda ses enfants, ses petits-enfants, le soleil filtrant à travers les feuilles des oliviers. La douleur de la perte de Marie était toujours là, une présence constante sous la surface de sa vie. Mais ce n'était plus tout ce qu'il y avait. Autour d'elle, la vie avait recommencé à pousser, tenace et belle.
Il avait trouvé un chemin, non pas pour contourner le deuil, mais pour le traverser, en le portant avec lui comme un fondement sur lequel il pouvait construire quelque chose de nouveau. Un héritage, une famille, une seconde chance. Et dans la paix tranquille du jardin de Geneviève, il sut que c'était suffisant.